Merci beaucoup. Donc, en fait, je vais partager avec vous un travail que je fais avec d'autres sur la récupération des déchets solides dans la ville de Niamey. Et puis, euh, en sous-titre, je dis quand les femmes bravent les entraves. Et puis, je pense que on verra pourquoi je choisis ce titre. Euh, je pense sincèrement que Olivier et Yellois sont des co-auteurs parce que je me suis nourri beaucoup des discussions que j'ai eues avec eux. Et chacun, en ce qui le concerne, a apporté quelque chose de précis et de particulier au travail. Bon, en fait, vous verrez que ça fait pratiquement 5 ans que j'observe ces femmes-là. Et puis, je n'osais pas quelque part écrire parce que je me demandais comment est-ce que je fais pour ne pas être très intrusif et qu'est-ce que je dis par rapport à elle. Et là, Olivier m'a beaucoup aidé sur l'approche à dérouler et tout. Et Yellois, quant à elle, elle m'a beaucoup aidé sur, en fait, tout ce qui est lié à l'occupation de l'espace dans les villes, étant donné qu'elle est étudiante en architecture et aménagement des territoires. Donc, ce que j'essaie de faire après, c'est d'avoir une lecture sur la base des travaux et de la pensée de Joseph Kizerbo, de ce que font ces femmes-là, au-delà du fait qu'elles récupèrent des déchets essentiellement plastiques. Donc, la porte d'entrée, c'est quelque part le fait qu'elles récupèrent des déchets plastiques. Et puis après, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elles font, comment elles vivent et tout. Et qu'est-ce qu'elles valorisent en termes de finalité par rapport à l'activité qu'elles font. Est-ce qu'elles sont conscientes du fait qu'elles sont dans l'économie circulaire ou bien elles ont un autre idéal et tout. Et à la fin, la lecture que Kizerbo fait des sociétés africaines précoloniales, mais pas seulement, c'est que ce sont des sociétés qui sont organisées euh, autour d'un idéal, c'est que en fait les plus démunis aient le minimum vital. Et il oppose ça à ce qu'il appelle la logique des développeurs. Et quand Kizerbo parle des développeurs, ce sont les bailleurs de fonds, ce sont aussi souvent d'autres entités en fait qui viennent pour aider à développer les pays ou les communautés. Donc, il dit que ces développeurs-là, en réalité, apportent avec eux une idéologie qui fait en sorte que les plus précaires deviennent des variables d'ajustement par rapport à un autre idéal, si c'est lui de, enfin, un autre idéal, en tout cas, une autre logique, celle de l'optimisation des profits et de toutes les activités socio-économiques. Et à partir de là, ce que j'essaie de faire, c'est est-ce que dans le cadre de cette activité de récupération des déchets plastiques par ces femmes-là, euh, quelle logique elles valorisent, elles privilégient, et comment est-ce que leurs pratiques peuvent être en cohérence avec cette logique ou pas. Et puis de l'autre côté, en fait, les acteurs qu'il y a autour, et essentiellement l'État à ce niveau-là, dans quelle mesure il accompagne ou pas, où il entrave, et dans le cas d'espèces, c'est plus des entraves en fait qui proviennent de l'État que de l'aide ou d'autres formes de soutien. Donc, comme je le dis, cette lecture est appliquée sur un groupement ou un collectif des femmes. À Niamey, on les appelle les femmes du Rouge Bordeaux, en fait. On les appelle femmes du Rouge Bordeaux parce que elles ont installé leur campement sur un espace qui est assez vaste. En fait, c'est une grande rue et la rue en question, c'est de la latérite en fait qui a été versée. C'est pas un goudron, c'est de la latérite. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle femmes du rouge Bordeaux parce que tout est rouge en fait là où elles sont. J'ai remarqué ces femmes-là pour la première fois en 2021. En ce temps-là, j'étais encore au Sénégal. J'ai pas, je n'avais pas encore fini ma thèse. J'étais parti en vacances et je rendais visite à ma grande sœur. Et j'ai vu le campement comme ça au milieu de nulle part, quelque part, et ça m'a intrigué. Je suis reparti au Sénégal et je suis rentré à Niamey en septembre 2022 pour prendre fonction à l'université Abdou Moumouni. Et comme j'habitais euh, très proche d'elle,
à, proche de ma grande sœur aussi, à quelques, peut-être 60 à 100 mètres. Chaque matin, quand je me levais pour aller à l'université, je sortais très tôt et je parcourais une certaine distance pour aller prendre un taxi collectif pour me rendre à l'université. Je sortais très tôt parce que j'habite à 13 kilomètres de l'université. Et en fait, je les voyais sortir pratiquement à la même heure. Et ce sont les seuls qui sortaient à cette heure-là, 6 heures, 6h30 et tout. Donc, j'ai commencé à les observer à partir de ce moment-là. Euh, et puis, je n'ai pas trouvé en fait le courage ou en tout cas le moyen ou la méthode de les approcher. Et donc, j'ai continué à les observer et souvent à les suivre un peu de très loin pour savoir où elles vont, dans quelle décharge elles vont et tout. Et après, en 2023, il y a eu quelque chose de particulier. Il y a eu un coup d'État au Niger. Les militaires qui sont arrivés au pouvoir ont interdit l'exportation des déchets, tous les déchets solides qui sont récupérés. Et donc, ça les concerne aussi, les déchets plastiques. Et là, j'ai vu aussi comment est-ce qu'elles ont souffert de ça. Et puis, cette année, il y a eu un déguerpissement. Donc, c'est tout ça que je documente. En fait, cette observation, ces décisions qui sont prises par les États qui les mettent en mal. Et puis, à la fin, j'ai eu quand même la possibilité d'aller discuter avec elle après le déguerpissement. Et donc, j'ai eu quatre femmes avec lesquelles je me suis entretenu. Et donc, c'est sur la base de ces éléments-là que j'ai essayé d'analyser leur trajectoire et les pratiques qu'elles mettent en œuvre. Donc, après avoir discuté avec elle, peut-être avant de revenir sur quelques images, là, il y a les images, les premières images que j'utilise, c'est qu'elles me disent que, en fait, elles viennent de la campagne, des villages et tout, où la principale activité, c'est l'agriculture. Et qu'avant de venir à Niamey, leur principale activité à elles, c'était le battage de mil. Et dans le cadre du battage de mil, elle m'explique que la façon dont elles font leurs activités, c'est que en fonction des besoins d'une femme ou d'une autre, il y a quelque part une responsable, même si elle n'est pas nommée de façon formelle, qui vient, qui en fait partage les bottes de mille entre elles. Et ce partage se fait en fonction généralement de besoins de chacune des femmes. Je prends un exemple, elles me disent que si une femme a un baptême à préparer ou un mariage à préparer pour sa fille ou pour un membre de la famille, on va lui donner la plus grosse part pour que quand elles vont être payées, qu'elle ait en fait euh, assez d'argent pour faire face à ses activités. Et à la fin, qu'elle ait fini sa part de partage ou que les autres femmes l'aient aidée parce qu'elle n'a pas fini, elle aura quand même la somme initiale qui devait lui revenir. Donc, c'est une façon pour elle Donc, ça, c'est le principal, en fait, la principale façon pour elle de s'entraider et surtout de faire en sorte que celle qui a le plus de besoins ait le plus de revenus. Et donc, c'est la question que je me pose après, c'est est-ce que dans le cadre de leur activité de récupération des déchets, il y a toujours cette pratique un peu endogène qui est mise en avant. Donc, c'est pour ça que comme je vous disais tout à l'heure, je les suivais pour savoir exactement où elles vont et comment est-ce qu'elles parviennent à déterminer quelle femme va au niveau de quelle décharge, étant donné qu'elles ont quand même une très grande connaissance des décharges et elles savent plus ou moins quelles sont les décharges au niveau desquelles il peut y avoir le plus de récoltes guillemets entre possibles. Et effectivement, c'est exactement la même chose qu'elles font le matin en fonction de celle qui a, par exemple, des problèmes au village, parce que aussi ce sont des femmes qui envoient un peu d'argent au village, étant donné que souvent elles ont laissé leurs enfants, elles ont laissé de la famille, ainsi de suite. Donc, en fonction des besoins de la femme, de la femme qui a le plus de besoins, c'est comme ça qu'on dit une telle va au niveau de telle décharge où c'est plus facile. Et là, c'est leur campement, le premier, enfin, pas le premier, parce que en 2021, 2022, je n'avais pas commencé à prendre des photos. Ça, c'est un campement, ce sont des clichés de 2023. Et 2023, elles utilisent du séco. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le séco, c'est quand même au Niger, quelque part, une matière entre guillemets noble. Parce que quand on va dans les villages, c'est pratiquement ce qui est utilisé pour les abris, les habitats des familles qui ont un certain nombre de moyens. Et
l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'au début, en fait, elle s'installe pratiquement sur des décharges elle-même. Et c'est là la raison pour laquelle vous voyez les détritus qu'il y a. Les décharges qu'elle nettoie plus ou moins au fur et à mesure de leur vécu sur les sites. Et là, vous voyez déjà ces images-là, c'est en mai 2023. Entre juillet et août 2023, c'est déjà plus propre. L'endroit est déjà plus propre. Et quand vous regardez aussi, en plus du séco qui est utilisé, elles ont utilisé des tentes. Et en fait, elles ont renforcé un peu leur habitation, signe qu'elles s'imaginent pouvoir rester là pendant longtemps. Donc, après 2, 3 ans, là, il y a eu déjà, comme je l'ai dit, l'interdiction d'exporter qui les a frappés à un moment. Et puis, il y a eu un déguerpissement. Le déguerpissement, c'est la ville de Niamey qui, un jour, en fait, a envoyé des agents de la mairie et qui les ont invités, enfin, j'allais dire gentiment, pas gentiment réellement, parce que elles ont, entre autres, démoli leurs habitats. Et là, j'ai pris cette image, l'image qui est à gauche, le 21 février, à peu près une semaine après le déguerpissement. Parce qu'entre-temps, en fait, ils ont laissé les agents de la mairie quelques piquets. Et sur ces piquets-là, les femmes sont revenues, au lieu de construire, de reconstruire, de rebâtir à base du séco, elles ont utilisé beaucoup plus du tissu. Non seulement le tissu leur coûte moins cher, mais il est encore beaucoup plus facile, en fait, quelque part, à emporter pour ne pas courir le risque que les agents de la mairie, si jamais ils reviennent, démolissent ou en tout cas démolissent, oui, et emportent tout. Et là, à droite, c'est le cliché d'un des nouveaux sites au niveau desquels ils se sont installés. Et ce qui caractérise ces nouveaux sites-là, c'est d'une part le fait que, au lieu qu'ils s'installent sur la place publique, et qu'elles s'installent, pardon, au lieu qu'elles s'installent sur la place publique, elles ont cherché, oui, un des campements, parce elles en ont construit 4. Elles ont cherché des, euh, des zones privées qui appartiennent à des privés. Je ne sais pas quelles négociations elles ont menées avec ces propriétaires-là. Elles se sont installées là. Et là, donc ça, c'est l'image qui est à gauche. Et là, elles ont rebâti leur habitat avec du séco. Parce que elles supposent que la mairie ne va pas venir les déguerpir parce que ce n'est plus de l'espace public. L'autre, c'est qu'elles sont parties sur une autre décharge. Et là, vous voyez que c'est encore aussi sale que les images de 2023 parce qu'elles sont parties sur un autre terrain qui est une autre décharge et c'est là qu'elles ont installé à nouveau leur campement. Et là, ce sont les derniers clichés que j'ai, c'est que j'ai remis à gauche toujours la petite baraque qui est restée. Ce qui est important, c'est qu'en fait, cette petite baraque, il y a une femme parmi elles qui reste là-dedans, mais le soir, elle se retrouve toute là à discuter un peu et à programmer, à planifier l'activité du lendemain. Et ça, c'est le site duquel elles ont été déguerpies. Et l'autre site, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette fois-ci, elles ont accepté de cohabiter avec des hommes, essentiellement des jeunes d'ailleurs, des jeunes et des adolescents, avec une raison qui est simple, c'est qu'en cas de déguerpissement dans le futur, c'est beaucoup plus facile pour elles d'emporter rapidement tout ce qu'elles ont comme matériel et ne pas courir le risque que la mairie l'emporte ou l'amène ailleurs. Donc là, je m'arrête au cliché. Mais en termes d'interprétation, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que les stratégies qu'elles mettent en œuvre, en premier lieu, c'est une stratégie de fragmentation. Elles fragmentent leur collectif. À la base, elles étaient entre 20 et 30, ça dépend parce il y a un flux, il y a des femmes qui viennent et qui repartent. Donc, il y avait entre 20 et 20. Quand elles ont créé les nouveaux campements, il y a à peu près 7, 8 femmes. Et puis, sur le nouveau campement principal, on va dire que c'est lui qui est toujours sur l'espace public. Là, il y a des hommes jeunes et adolescents qui sont avec elles. Donc, cette idée de fragmentation, je me suis rendu compte que dans la littérature, souvent, enfin, on a tendance à considérer que c'est quelque chose de mal parce que la fragmentation
et du ou engendre des conséquences qui sont des conflits et tout. Alors qu'en fait, ici, on est sur une fragmentation de collectif qui n'est pas du tout liée à cela. L'autre aspect que j'ai trouvé, et là, qui est plus ou moins conforme à ce que font les femmes, c'est que souvent, quand les collectifs sont fragmentés, ils deviennent beaucoup plus performant, entre guillemets. Et là, quand je dis performant, c'est que je me suis rendu compte que c'est en fait une littérature qui porte essentiellement sur la criminalité organisée et le terrorisme qui en parle le mieux. C'est quand les groupes terroristes ou criminels sont fragmentés, généralement, elles construisent des alliances, qui est une autre stratégie qui va venir après, et ils deviennent beaucoup plus féroces. Et donc, en termes de, il y a une montée en puissance de ces groupes-là. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, ces femmes fragmentent leur collectif pour mieux poursuivre leur idéal. Et donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le fait justement qu'elles aient accepté, pardon, de collaborer, en tout cas de s'allier avec des hommes essentiellement jeunes et adolescents, comme je dis, avec quelque chose de très clair comme objectif, c'est que le prochain... L'idée, ce n'est pas du tout d'éviter que les pouvoirs publics cherchent à les déguerpir une fois encore. C'est comme si elles se sont résignées qu'il y aura toujours des moments où elles vont être déguerpies, mais c'est le fait de dire avec des jeunes adolescents et femmes, c'est beaucoup plus facile en fait de sauvegarder un peu tout ce qu'elles ont comme matériel. Donc ça, c'est un autre aspect. Et le dernier aspect, c'est ce que j'appelle l'auto-invisibilisation ou le camouflage. Parce qu'en fait, quand elle crée des campements beaucoup plus petits et dans des zones beaucoup plus, je les appelle souvent sombres, mais en réalité, c'est beaucoup plus à l'abri de regards, c'est généralement quelque chose qui les met à l'abri de la visibilité de la mairie, qui, quand elle ne les voit pas, ne va pas venir les déguerpir, mais aussi le fait que si elle n'occupe pas de l'espace public, là aussi la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles me font comprendre que, en réalité, le fait pour elles d'aller chercher là où s'installer, c'est quelque chose qui obéit à la façon dont les individus s'installent dans les villages. En Hausa, dans leur langue, elles disent Shari Kazamni. Ça veut dire assaini, installe-toi. Ça veut dire que s'il y a un espace qui est sale, qui n'est pas utilisé, c'est lui qui l'assainit, c'est quelque part, c'est lui qui a le droit de s'installer là-dessus. Et l'autre part, c'est aussi s'arrendage, c'est plus ou moins la même chose. Là, c'est surtout pour les travaux champêtres. C'est quand vous avez une brousse qui n'est pas encore mise en valeur, c'est lui qui vient la première fois défricher le terrain, il a le droit de l'utiliser. Et elles me disent qu'elles ne comprennent pas pourquoi, en fait, quand elles viennent à Niamey pour leur activité, cela leur est pratiquement interdit, ou en tout cas, de temps en temps, elles subissent des déguerpissements, alors que... donc ça, c'est ce qu'elles mettent en avant comme pratique endogène qu'elles essaient de reproduire. Maintenant, comme je l'ai dit, après, l'autre aspect plutôt, c'est que généralement, quand les autorités les déguerpissent, elles laissent quand même les boutiques et elle installe d'autres boutiques parce que les boutiques peuvent se faire taxer, ainsi de suite, et que les femmes, c'est difficile de les taxer. Donc, c'est ça que j'appelle auto-invisibilisation ou camouflage. Maintenant, je pense qu'il y a un prix à payer euh, pour ça. Il y a une littérature qui en parle, même si je ne suis pas encore arrivé au point de le mettre en œuvre. Donc, à partir de là, je fais une relecture kizalienne, comme je l'ai dit, sur la base de ce que dit Kizergo en termes de décisions qui sont prises par l'État, que ce soit l'interdiction de l'exportation ou les déguerpissements, la lecture que je fais, c'est qu'en fait, c'est quand Kizero parle de l'État froid ou du privé-privé, c'est l'alliance des deux ici. L'État les déguerpit ou leur interdit de pouvoir faire exporter ce qu'elles récupèrent parce que l'État dit qu'il faut qu'il y ait des entreprises beaucoup plus fortes de pousser une certaine forme d'industrialisation, ainsi de suite. Et donc, elles, ça entrave leur activité. Et je pense que c'est, si vous voulez, tout ce qui est promu par ce que Kizawa appelle les développeurs aussi.
Et de l'autre côté, elles mettent en place quelque part une certaine forme de résistance à travers tout ce qu'elles mettent en œuvre comme ruse et comme pratique. C'est ce qu'on vient de voir, fragmentation, auto-invisibilisation, avec quelque chose de très présent chez elles, c'est qu'elles me disent, par exemple, y compris le fait qu'elles fragmentent leur collectif, mais qu'elles se retrouvent la nuit au niveau de la seule baraque qui est restée au niveau de leur site initial, c'est qu'il faut qu'elles continuent quand même à faire en sorte que les plus précaires d'entre elles, qui ont le plus de besoins d'entre elles, parviennent à satisfaire à leurs besoins s'il y a encore une fois de l'argent à envoyer parce que quelqu'un est malade au village ou s'il y a une qui a sa fille qui a accouché au village et qu'il faut envoyer de l'argent. Donc, c'est la sauvegarde de cet idéal-là qui, en fait, est une permanence dans leur réflexion. Et la sécularité dans tout ça, et là, je pense que ça recoupe quelque chose qui a été dit par un certain nombre, c'est que elle est indéniable, mais ce n'est pas du tout leur raisonnement. Elles ne sont pas du tout sûres. En fait, j'ai eu, j'ai pris beaucoup de précautions pour ne pas leur en parler, ne pas introduire des sujets, parce que souvent, ce qui se passe, et là, c'est une parenthèse, c'est que au Niger, des collectifs comme ça, les personnes précaires sont habituées à l'intervention des ONG et très souvent, quand vous leur introduisez une nouvelle terminologie ou que vous leur posez les questions, elles ont l'impression que vous avez quelque chose que vous voulez qu'elles répondent pour que vous puissiez aller mobiliser les fonds. Et donc, généralement, ils répondent en fonction de ce qu'ils pensent que vous vous attendez d'eux comme réponse. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je les ai suivis seulement. Et même quand j'ai discuté avec les quatre, j'ai évité de parler de circularité. Je voulais juste savoir quelles sont leurs pratiques et enfin, c'est que elles se battent plutôt pour sauvegarder cet idéal-là qui est, je pense, à mon avis, une certaine forme de l'humanité qui leur reste et non pas pour sauver la planète comme on le présente très souvent en termes de singularité. Et surtout, elles ne se considèrent pas comme des héroïnes qui sont là pour sauver la planète et parce que, en fait, dans le contexte du Niger, ceux qui, de façon intentionnelle, œuvrent pour euh, la défense de l'environnement et du climat se considèrent comme des héros ou des héroïnes. Ce n'est pas du tout leur discours. Donc voilà, en résumé, en fait, c'est un travail qui est en cours. Comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à les approcher. Je les ai observés pendant 4 5 ans parce que je ne me sentais pas légitime. Elles sont toutes des femmes. Je suis un homme. Très souvent, elles n'ont pas été à l'école. Moi, c'est autre chose. Donc, bon, voilà, c'est pour ça que c'est un travail encore en cours. Je pense que j'ai beaucoup plus de questionnements que de réponses par rapport à leur vécu et à leur pratique aujourd'hui. Je vous remercie et je suis disposé à prendre des questions, des remarques et tout ce que je pourrais avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bilianou. On va peut-être prendre une question courte s'il y en a une dans la salle, parce qu'on a un peu de retard. Ouais. Le micro est là. Vous pouvez y aller. Ce genre d'initiative de la part de ces femmes se constate également dans le contexte algérien, notamment dans les régions rurales, où on voit de plus en plus des femmes qui s'engagent dans la lutte pour la protection de l'environnement. Et dans ce cadre, il y a même des comités de femmes qui se sont créés dans ces régions. Je parle plus particulièrement de ma région natale à moi. Puis, effectivement, ces femmes ne savent pas qu'elles sont en train de faire de la circularité, qu'elles participent au développement durable d'une manière générale. Elles n'en connaissent pas. Bien sûr, c'est un domaine méconnu par des personnes qui n'ont pas un certain niveau d'études. Mais ce que j'ai constaté récemment aussi, que des étudiants de notre région qui font dans des projets de recherche portent sur le développement durable ont commencé récemment à donner au niveau de ces villages des enseignements pour justement les femmes et même les hommes en développement durable et en particulier en protection de l'environnement pour encourager justement ce genre d'initiative. Et merci beaucoup pour le témoignage. Donc, on peut applaudir. Donc,